Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà du monde. Je vois Fabrice, je vois Charlotte, je vois Christophe. Je vois Sébastien. Salut Sébastien. J'espère que tu vas bien. Bon, autour de la table, en fait, aussi, on a des gens qui sont assez intéressants pour nous. On a Olivier de chez Meilleur-Taux. Salut Olivier. On a également des gens de chez Guy Hockey qu'on salue. Ça, c'est chouette. Voilà, donc merci de vous intéresser à l'agrandissement de la maison. Voilà, aujourd'hui, c'est notre premier webinar. Je pense qu'on va continuer dans ce sens-là, à raison d'un webinar tous les 15 jours, je pense, parce que je pense qu'on a des choses à vous dire dans notre métier. On est sur un métier qui évolue très vite. On est sur un métier en vogue. Nous, ça fait 10 ans que l'on fait ça, que l'on a agrandi les maisons. Et donc, je pense que voilà, on a tout un tas de sujets, effectivement, à travailler avec vous. Et aujourd'hui, on avait à cœur de parler de l'agrandissement, surtout que avec le baby boom actuel, on est vraiment dans le vrai moment où vous souhaitez tous gagner de l'espace. Et ça, c'est un point super intéressant. Alors aujourd'hui, on va voir donc pas mal de choses sur l'agrandissement, mais au préalable, je vais vous demander si vous m'entendez bien. Voilà, n'hésitez pas à chatter. Vous avez le chat. Vous avez un chat sur lequel effectivement vous pouvez utiliser pour nous dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si je parle trop vite, si je parle trop lentement. Normalement, c'est trop vite. Voilà. Aujourd'hui, je suis assisté d'Alana, qui est notre petite responsable com, voilà, qui fera le job de modératrice. Voilà, et voilà que je salue, puis je salue au passage toute l'équipe qui est là, et je fais un petit coucou à Fabrice, parce que Fabrice, la prochaine fois, ça sera ton tour. Voilà, je rigole un peu. Voilà, donc avant toute chose, je vais me présenter, je suis le dirigeant de la société Agrandimax, qui exploite la marque Agrandissimo, dont je suis le propriétaire. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on a agrandi les maisons, comme je le disais tout à l'heure. On a aujourd'hui 2 agences, une à Toulouse, une à Bordeaux. Voilà, 7 collaborateurs et environ 35 personnes artisans qui bossent tous les jours pour nous pour faire une quarantaine d'opérations par an. Voilà un peu ce que l'on fait. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est pas de se vendre, c'est pas de faire l'apologie de notre marque, même si évidemment on est souvent très commerçant et on a envie de se vendre. Mais le but d'aujourd'hui, c'est vraiment adopter un ton informatif. Voilà, c'est vraiment vous expliquer les choses. Donc, je n'hésiterai pas à citer certains concurrents quand ils font les choses bien. Voilà, donc je vais parler assez librement de notre métier. Le but, c'est vraiment que vous puissiez comprendre effectivement que agrandir, c'est quand même intéressant. Vous montrer effectivement quelles sont les méthodes aujourd'hui qui sont employées pour agrandir sa maison et les méthodes à venir, parce qu'il y en a certaines qui arrivent. Qui pour faire son projet, ça aussi c'est important, quelle personnalité saisir. Voilà, puis on vous donnera également des astuces. Et puis évidemment, en fin de webinaire, écoutez, on reprendra certaines de vos questions. Alors sincèrement, là aujourd'hui, je vois pas les questions. Il faut peut-être que effectivement que je me mette sur la bonne chose. Mais n'hésitez pas à poser des questions parce que je serais peut-être même intéressé d'y répondre au moment où elles arrivent, quoi. Voilà. Donc on est là, on est en live et on a cette grande chance de pouvoir effectivement vous répondre directement. Donc voilà, donc je vais chercher ma présentation que j'ai fermée maladroitement tout à l'heure. Si j'arrive à le retrouver. PowerPoint, tac, tac. Revenir à la maison. Hop. Et je vais partager mon écran pour faire part de la présentation. Alors, juste avant de partager, évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on veut tous agrandir, avoir un peu plus d'espace aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la crise du Covid exacerbe encore effectivement cette tendance-là. En fait, on est bien que chez soi. En fait, hein. L'extérieur est synonyme d'agression, de menaces, de bactéries, voilà. Donc, on vit de plus en plus chez soi, on travaille de chez soi, on vit en famille chez soi. Donc, effectivement, la maison aujourd'hui, c'est quelque part le point de ralliement de sa vie, quoi. Alors, je vais essayer de partager mon média si je veux bien y arriver. Pourtant, je me suis entraîné toute la journée. Activer le partage d'écran. Voilà. Et ça va arriver. Tac. Et je partage. Ah là, c'est bon pour toi? Est-ce que tu vois l'écran? C'est bon? Alors, est-ce que vous voyez l'écran avec la présentation? C'est bon, Alana?
Là, dites-nous si vous voyez la présentation. Ouais, normalement, c'est bon. Partager. Tac. Petite mise au point, c'est le premier webinaire. On fera certainement mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à chatter. Hein. Je vois personne, tout le monde est muet actuellement. N'hésitez pas à chatter et nous dire ce que vous en pensez. Voilà, même à la fin, on compte sur vous pour nous dire d'une manière très objective ce que vous pensez de cet exercice. Voilà. Est-ce que vous avez appris des choses ou pas? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Voilà. Et puis, quel sujet vous souhaiteriez avoir aussi pour les prochains webinaires? Ça aussi, c'est important pour nous. Alors, agrandir sa maison, ce qu'on verra aujourd'hui, on verra effectivement pourquoi agrandir sa maison, quelles sont les principales raisons qui poussent les gens à agrandir leur maison, les solutions, les avantages, les inconvénients et les coûts. Alors, généralement, dans notre métier, on fait un métier qui est assez cher et on évite de parler de prix au départ, mais aujourd'hui, on est là pour tous se dire, donc on va en parler assez librement. Voilà. Qui, pour réaliser son projet d'agrandissement, vous verrez qu'il y a tout un tas de personnalités qui sont compétentes pour le réaliser, et en fonction de ses attentes, on aura plus ou moins vers telle et telle personnalité. Les méthodes avec les phases incontournables, voilà, nous, on a 10 ans d'expérience dans ce métier-là, et je pense qu'effectivement, il y a certaines phases qui sont indispensables. Et enfin, on se prendra du temps également pour pour répondre à vos questions. Voilà, hein, tout simplement. Alors, on va commencer. Pourquoi agrandir sa maison? Alors, je pense que la première des choses, au-delà effectivement de votre besoin physique d'avoir de la place chez vous, il faut absolument que ce soit une bonne affaire patrimoniale. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance, effectivement, quand on habite près des grandes villes telles que le sont Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Lille, c'est qu'on a un prix d'immobilier qui est assez cher on se rend bien vite compte que construire, c'est moins cher que de l'acheter dans l'ancien. Donc, on a souvent un décrochage d'environ 30% par rapport au coût de construction. Alors évidemment, quand les gens comme moi chiffront un projet d'agrandissement, évidemment, on est complètement détaché du prix du coût de l'ancien. Ce qui nous anime, effectivement, c'est faire l'inventaire des contraintes techniques, d'urbanisme, des contraintes de chacun qui composent votre projet pour le chiffrer. Voilà. Alors, bien souvent, quand on est décorrélé du prix de l'ancien, quand même, malgré tout, on se fait sanctionner par le banquier. Là, je fais un petit clin d'œil à Olivier de Meilleur Taux. Évidemment, si on vous fait un projet à 4 000 € du mètre carré, alors qu'on habite dans une petite bourgade de 10 000 habitants et que le prix de revente est à 1 500 €, évidemment, le banquier, lui, il ne saura pas se retourner contre vous pour s'y retrouver, si jamais vous faites défaut au paiement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut que ça soit une bonne affaire patrimoniale. Le deuxième point, c'est le rendement financier. Aujourd'hui, à part l'immobilier, vous n'avez plus de refuge effectivement pour votre épargne. Aujourd'hui, c'est vrai que l'immobilier, c'est l'un des meilleurs rendements financiers, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Et si en plus vous pouvez investir chez vous, c'est d'autant mieux. Voilà. Donc, même des gens aujourd'hui qui nous sollicitent pour créer de l'espace alors qu'ils n'en ont pas besoin. Là, on a une dame, Madame R, pour ne pas la citer, qui en profite pour transmettre du patrimoine, et également qui habite dans une ville sympa dans la première couronne de Toulouse, et qui nous sollicite pour une quarantaine de mètres carrés, alors que fondamentalement parlant, je ne pense pas qu'elle en ait besoin, mais je pense qu'à terme, d'ici 5, 10 ans, quand elle revendra sa maison, évidemment, elle s'y retrouvera. Voilà. Donc, on achète aussi de l'espace pour être bien chez soi. Hein. Avec le Covid-19, évidemment, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très exacerbé. On achète de l'espace effectivement pour avoir un bureau, on achète de l'espace pour la chambre de bébé, on achète de l'espace pour convertir la maison au nouveau mode de vie. Il y a des gens qui veulent des salles de cinéma, des gens qui veulent effectivement de l'espace pour faire du sport. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on adapte sa maison effectivement au nouveau mode de vie. Et avant, on vivait un peu plus dehors, aujourd'hui, on va un peu plus dedans. Donc, voilà, donc on adapte le logement à ses besoins de famille. Voilà. Il y a aussi des points aussi qui sont assez tendance actuellement aussi, c'est tout ce qui est EHPAD. Quand on voit aujourd'hui que les gens en EHPAD prennent de sacrés risques, hein, effectivement, ce sont des personnes vulnérables. On se demande effectivement si on ne devrait pas les faire vivre à proximité de chez nous. Ça, c'est le premier point. Et puis, quand on regarde réellement ce que ça coûte au titre de l'hébergement, aujourd'hui, un EHPAD, c'est pas loin de 1 500 € par personnalité. Au titre de l'hébergement, hein, j'entends. Après, évidemment, il y a toute la partie soins et repas que je ne compte pas.
Mais on se rend bien compte qu'effectivement, même si on achète 40 mètres carrés, 80 000 euros, sur un tableau d'amortissement d'une durée de 15 ans, bah, ça vous fait 600 euros par mois. Donc, on divise par deux le coût de l'hébergement pour une personne dépendante. Donc, ça peut être sacrément une bonne affaire, d'autant plus que vous créez du patrimoine. Quand vous rémunérez l'EHPAD, généralement, bah, évidemment, c'est à fond perdu. Donc, on a de plus en plus de demandes, effectivement, pour des gens qui veulent faire des regroupements familiaux avec leurs parents. Voilà. Alors, toute chose égale par ailleurs, évidemment, on ne s'intéressera pas à des gens qui ont des gires assez graves. Voilà. Et puis, dernier point, il y a aussi, on a des clients qui veulent tirer des revenus de leurs espaces. Ça peut être une chambre d'étudiant, ça peut être aussi le gros mot actuel, Airbnb. Du coup, nous, on assume pleinement, hein. On peut comprendre que les gens veulent bien faire une chambre pour louer. Voilà, on a des rendements qui sont excellents via Airbnb, hein. Payer 50 euros sa chambre sur Bordeaux, ben voilà, c'est le prix. Hein, quand vous ramenez ça à 3 jours par semaine, bah, ça fait vite un petit budget sympa et donc ça amortit aisément effectivement l'espace que vous venez de créer. Voilà, donc l'agrandissement, c'est donc aussi un revenu possible. Voilà, ça aussi un point. Voilà. Voilà les quatre thèmes, effectivement, les 4 points qui poussent les gens aujourd'hui à grandir. Alors, je pense que vous êtes l'un et l'autre, parfois même les deux, parfois même les trois. Voilà, donc on va vous expliquer comment on va vous expliquer comment on peut agrandir sa maison maintenant. Alors, les diverses solutions, elles arrivent. En fait, pour nous, de manière très synthétique, elles sont au nombre de 4. On a l'extension au sol. Voilà, on a la surélévation de maison. On a le studio de jardin qui est très en vogue aujourd'hui. Quand on voit ce que nous propose Leroy Merlin et puis un concurrent sur Montpellier qui est Greencube, je ne sais pas s'il est là. Et puis on a également la véranda. Les vérandalistes sont aujourd'hui clairement des concurrents sérieux qu'il faut prendre en considération, que l'on prend en considération. D'ailleurs, qu'on a tendance à copier parce que même quand on a grandi pour un salon, mais écoutez, les gens achètent de la lumière, donc on a tendance à leur donner effectivement de la baie vitrée. Voilà. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions? On vous a fait un petit tableau récap. Alors, c'est assez dense, mais on va essayer de le vulgariser. Alors, on essaie de donner à chaque fois les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, les pièces idéales ou pas, les pièces à déconseiller pour tel type de solution également. Là, on commence à rentrer effectivement dans les choses qui sont tabous, qui sont le tarif moyen. Les matériaux employés, les problématiques de construction, parce qu'effectivement, chaque solution a sa problématique de construction. Et enfin, on vous donnera aussi les délais qu'il faut pour réaliser effectivement l'extension. Voilà, l'extension. Est-ce qu'on a des questions, Alana? Non, bah, pour l'instant, tout le monde est calme. N'hésitez pas encore. Hein, je tiens pas non plus à être trop lourd là-dessus, mais je tiens vraiment à jouer une interactivité avec vous. Et bon, si vous ne posez pas de questions, c'est qu'apparemment, ça vous convient. Voilà. Donc, l'extension au sol. Les avantages, c'est qu'on a des maisons qui sont faciles d'accès, c'est-à-dire que on n'a pas de marche à monter, donc c'est parfait pour les personnalités, les gens à mobilité réduite. Vous voyez, quand on agrandit sa maison pour ses parents, pour recevoir ses parents, évidemment, ne pas avoir d'escalier, ne pas avoir de marche, c'est quand même un lien un point important. On a un confort de vie quand même dans les maisons rez-de-chaussée, et ça c'est indéniable. Moi, je suis papa, quand il faut monter 15 fois dans la journée pour aller chercher les couches, ça commence à me taper sur le système. Donc, j'aurais bien préféré effectivement que la chambre bébé soit en bas. Mais malheureusement pour moi, elle est en haut. Finalement, si je devais faire une chambre de bébé, j'aimerais bien la faire en bas. Et puis, j'ai remarqué aussi, moi qui suis pas aussi parent d'ados, je m'aperçois qu'effectivement, quand on a les ados qui sont en haut, ils ont tendance à s'isoler, on les voit un peu moins souvent. Donc, effectivement, d'avoir un rez-de-chaussée, ça permet de fluidifier les relations effectivement entre différents parents, enfants, grands-parents. Ça permet de fluidifier effectivement les relations entre chacun. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maison, en plus, elle est tricorps. C'est que vous avez à la fois le coin des enfants, la partie nue des enfants, vous avez le point de ralliement qui est le salon et la cuisine, et puis vous avez le coin parent à l'opposé. Et le point de ralliement, voilà, c'est souvent la cuisine et les salons. Donc, si effectivement, on peut avoir des choses qui sont assez fluides entre les deux coins de nuit, je trouve que c'est quand même un point important. Il n'y a pas de pièces déconseillées pour l'extension au sol. C'est vraiment toutes les pièces de la maison. On peut faire des salles de bain, des chambres, des salles de cinéma, des salons, enfin voilà, des cuisines. Voilà, tout passe effectivement au rez-de-chaussée. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que voilà, on vient prendre sur une partie du jardin et on a tous compris pendant le Covid que d'avoir un jardin, d'avoir un espace vert aussi, c'est quand même important.
Donc, j'encourage les gens, moi, personnellement, à s'étendre au sol, si tant est qu'ils aient un peu de jardin pour pouvoir effectivement prendre l'air. Voilà. Les coûts, tarif moyen entre 2000 et 2500 euros du mètre carré. Alors évidemment, tout dépend de l'affectation des pièces et il faut bien comprendre qu'une suite parentale, c'est plus cher effectivement qu'un simple salon. Voilà, qu'une cuisine, c'est un peu plus cher aussi qu'une simple chambre parce qu'on a plus de réseaux électriques, on a plus de circuits spécialisés. Voilà, donc voilà, en attendant, plus tard, je vous ai fait aussi un échelonnement des tarifs en fonction des surfaces. Vous allez voir dans les pages qui suivent. Voilà. Les matériaux employés. Alors là, on commence à avoir pas mal de tout sur le marché. Bon, le plus traditionnel, c'est la brique à coller. On a un matériau qui est extrêmement sain. On est sur des sols argileux. Nous, on travaille entre Toulouse et Bordeaux, donc on a de l'argile sous les pieds. Donc, de construire ces maisons en briques, c'est extrêmement développement durable. Voilà, l'empreinte carbone est assez bonne. Voilà. Et puis en plus, on a des qualités d'air intérieur qui sont remarquables parce que la brique régule l'hygrométrie de la pièce. Ça, il y a peu de gens qui le savent. On a l'ossature bois. L'ossature bois, ça a l'avantage de faire les chantiers qui vont très vite, qui sont aussi des chantiers qui sont très propres. Pour ma part, je trouve qu'on a un problème de déphasage, donc on a un très bon confort d'hiver, mais un très mauvais confort d'été. On a vite très chaud dans les maisons en ossature bois. Et enfin, on a l'ossature métallique. Nous, c'est ce qu'on met en place actuellement. On est peut-être les seuls sur le marché à le proposer. Les étrangers le font beaucoup, les Germaniques, les Autrichiens, les Allemands, voilà, tous les gens de pays de l'Est, voilà, tout ce que vous voyez sur Internet avec les Pinterest, les maisons avec des super porte-à-faux, etc. C'est de l'ossature métallique. Et nous, on y croit beaucoup avec le concept Agrandi Cube. Je ne sais pas si vous êtes allé voir Facebook que l'on faisait là. On a posé récemment un Agrandi Cube à la Bar-sur-Lez dans la banlieue toulousaine. Voilà, qui était posé sur une dalle béton et une ossature métallique. L'avantage de cela, c'est qu'on gagne énormément de temps en atelier pour le faire. Voilà, et on évite aussi des nuisances, un maximum de nuisances effectivement pour les gens qui habitent sur place. Là, le bruit, nuisance aussi parce que c'est dangereux d'avoir un chantier à côté. La poussière, les atermoiements parce que les allées et venues de chacun, effectivement, pas prévenus, ça peut générer effectivement de l'inconfort. Donc voilà, donc la claque grandi cube dans le secteur métallique, ça peut être un bon plan pour ceux qui n'aiment pas toutes ces problématiques chantier. Voilà. On va parler de surélévation. La surélévation, évidemment, c'est un métier qui est assez en vogue. Nous, on a des concurrents qui sont assez sérieux dans la région avec Espace Charpente, parce qu'ils font du bon boulot. Espace Charpente, Vivéo qu'on a vu arriver il y a 2 ans, pourquoi pas aussi. Voilà, je pense que tout le monde est animé de bonnes intentions. Voilà, on est sur un métier en vogue. L'avantage effectivement de la surélévation, c'est qu'on préserve effectivement les espaces verts de la maison. Et ça s'adapte très bien au milieu urbain très dense. Voilà, ça évidemment, des fois on n'a pas le choix, c'est la surélévation qu'il faut. Les inconvénients, c'est l'escalier, on ne sait jamais réellement où le mettre. Ça c'est souvent la problématique qui me fait tourner en rond quand on aménage effectivement les projets, c'est savoir où mettre l'escalier. Bien souvent, il nous faut casser une chambre pour le mettre parce qu'on n'a pas envie de l'avoir dans le salon. Et ça, c'est un peu délicat parce qu'on casse de l'espace pour le recréer à l'étage. Donc, au niveau de l'équilibre patrimonial, c'est pas forcément très très bon. Voilà. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix, donc il faut le faire. Donc, c'est super adapté pour tout ce qui est chambre, espace de travail, les pièces de loisirs, salles de cinéma notamment. Voilà, quand on veut le calme. Ça, c'est chouette. Par contre, c'est des pour les pièces de ralliement que j'ai dénommé les pièces de ralliement tout à l'heure, notamment le salon de la cuisine. Voilà. En termes de prix, on est exactement sur le même prix que l'extension au sol. Tout ça, et ça s'explique facilement parce que le plancher, en fait, c'est la pièce maîtresse qui est la pièce maîtresse de la surélévation, très chère. Elle vaut aussi cher que les fondations que l'on met pour faire une extension au sol. Voilà. Les problématiques de la construction, c'est qu'il faut absolument que l'existant puisse porter la surélévation. Voilà, ça, c'est un point super important. Il n'est pas rare souvent que l'on jette à la poubelle un ou 2 dossiers par an, tout simplement parce qu'à l'issue de l'étude géotechnique qu'on veut bien réaliser en démarrage chantier, qu'elle nous dit que en fait, le bâti existant ne peut pas porter le poids qu'on veut bien. Voilà. Alors, on peut dire effectivement que le bois est beaucoup plus léger que la brique. Peut-être, mais ça reste quand même du poids. Et quand le géotechnicien vous dit non, que ce soit du bois, de la brique, vous n'y allez pas. Il ne faudra pas y aller. Donc, sur Bordeaux, à Cadeaujac exactement, là, on a trouvé un système où on fait porter par des fondations déportées, effectivement, la surélévation. Donc là, dans notre système, voilà,
Par contre, ça fait un budget quand même conséquent en plus par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. On est sur l'ordre de 15 000 € pour 40 mètres carrés de sur budget pour créer ces 4 points d'appui. Alors, ça nécessitait évidemment le bureau d'études géotechniques, l'intervention d'un bureau d'études géotechniques. Voilà, je m'y retrouve. Un bureau d'études de structure pour calculer la descente de charge et pour être sûr que les 4 points d'appui suffisent. Voilà, et redimensionner le plancher. Et voilà, donc évidemment, et puis il a fallu adapter, créer ces fondations. On a fait appel aussi à une technologie canadienne qui s'appelle Technopieux. Vous aurez toute la faculté d'aller voir sur Internet qui sont. C'est des gens qui sont arrivés avec McDo en France, qui ont une technologie qui sont assez intéressantes pour la surélévation, même l'extension en bois. Voilà, donc vous irez voir tous ces gens-là, vous verrez effectivement que ça peut être assez intéressant, mais l'idéal quand même, c'est que la maison puisse le porter, parce qu'on n'aura pas ces 15 000 € de surcoût pour 40 mètres carrés, et c'est quand même plus sympa. Pour tout ce qui est studio, Alana, tu disais, pardon? Ah, laquelle? Est-ce qu'il est livré en module, j'imagine? Alors, la Grandicube, il est livré en 3 dimensions. Voilà, ça c'est important. Quand on peut, alors évidemment quand on peut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble électrique, on peut positionner une grue à proximité, on peut passer portail sans difficulté, effectivement, on peut poser la Grandicube en 3 dimensions. Alors, quand je dis en 3 dimensions, c'est qu'il est prêt à plugger à votre maison, c'est-à-dire que on le plug en 1 à 2 journées, voilà. Et en théorie, au bout d'une semaine, une fois que tout est raccordé, une fois que tout est bien nickel, tout est contrôlé, on peut y dormir, quoi. Voilà, c'est pas un truc qui arrive en kit, et que l'on monte sur place. Évidemment, ça s'appelle aussi du modulaire. On appelle ça du modulaire parce que ça nous fait gagner du gain de temps. Mais là, ce dont on parle, allez voir sur Facebook, vous verrez que donc on parle, c'est livré en 3D sur un camion en convoi exceptionnel, quoi. Voilà. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment, ça amène directement évidemment des largeurs maximales de 3,50 m. Hein, on ne peut pas faire beaucoup plus. Là, récemment, on est dans un flirt avec les 4 mètres, on a croisé les doigts pour éviter de se faire arrêter sur la route, mais on a réussi à livrer 4 mètres de largeur, mais c'est livré en 3D, ouais. C'est livré en 3D, voilà. Voilà, ça c'est un point important. Mais encore une fois, j'insiste, allez voir sur Facebook. Il y a pas mal de petites vidéos. Alors c'est sûr que c'est très amateur, mais on voit beaucoup d'esprit. On voit effectivement cet agrandissement qui arrive sur un camion. On voit cet agrandissement qui est gruté, qui passe par-dessus la maison. C'est même du sensationnel. Je crois qu'on était même nous quand on l'a fait, on ne s'attendait pas effectivement à avoir autant de gens dans la rue qui voulaient voir ce spectacle en fait. Il y a un petit côté spectaculaire qui était assez bien. Au niveau du studio de jardin, alors c'est un truc qui est assez en vogue, qui a été lancé par une marque qui s'appelle GreenCube à Montpellier. On a commencé il y a des années ensemble. Aujourd'hui, ils font plus que ça, ils font des choses bien. Voilà. Alors, on n'est pas vraiment sur l'agrandissement de maisons individuelles proprement. On est plutôt sur le studio de jardin, c'est-à-dire sur vraiment de l'espace au fond du jardin qui est complètement déconnecté de l'habitat existant. Alors, c'est vraiment adapté pour une chambre d'étudiant, pour l'Airbnb, pour un espace de travail, pour une location saisonnière. Voilà, c'est vraiment adapté pour ça. Par contre, c'est pas très adapté quand on veut faire la chambre de bébé, quand on veut faire sa suite parentale. Là, c'est un peu éloigné, on se coupe de l'habitat existant. Donc là, c'est pas terrible pour cela. Les inconvénients de ce type de studio, c'est qu'on va être tout sur le marché en fait. Autant quand on fait une extension, une surélévation, on est soumis au code de la construction, on est soumis aux normes RT 2012, on est soumis, on sera bientôt soumis à la réglementation environnementale 2021. Là, on voit de l'abri de jardin qui est enjolivé pour faire une petite pièce. Alors là, on a juste un madrier qui fait 4 cm, à l'instar un peu de ce que fait le mobil-home, sans isolant, sans rien, et puis on appelle ça studio de travail ou voilà. Enfin bref, c'est un studio. Voilà, c'est ce que vous voyez chez le parking de Leroy Merlin à 4 000 € ou 5 000 €. Bon, ça, effectivement là. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est que ne vous y fiez pas trop parce que en fait, on ne parle pas d'une extension. Là, on parle vraiment d'un abri de jardin. Moi, j'achète ça pour y mettre la tondeuse. J'achète pas ça pour y mettre un étudiant. Bon, par contre, ce que fait GreenCube ou ce qui fait Leroy Merlin ou d'autres marques, est-ce qu'on s'apprête nous aussi à faire, parce qu'il y a une réelle tendance et on devra s'y normer. Là, il faut vraiment que vous preniez, si vous achetez un studio de jardin, il faut vraiment que vous preniez quelque chose qui répond clairement à la norme RT 2012. Alors, les gens qui font ça sérieusement, vantent les mérites de l'RT 2012, évidemment. Les murs sont isolés, on a à faire des panneaux sandwich.
Alors souvent c'est panneaux sandwich, mais par contre l'isolant n'est pas très sain en fait. On est sur du polyuréthane, il y a des produits à base de pétrole. Déjà sur l'extension au sol ou extension sur élévation, on commence déjà à parler de fibres de bois, etc. Là sur le studio de jardin, comme il y a la dimension de prix qui est assez importante, et plutôt sur les panneaux sandwich avec de lames de bois et puis à l'intérieur du polyuréthane. Bon, ça matche bien quand même d'un point de vue énergétique, hein, faut quand même pas le cracher dessus. Voilà, on est sur des prix qui se tiennent, 2000 € du mètre carré monté, et Leroy Merlin, par exemple, qui le vend en kit, à kit palette, le vend entre 1000 et 1200 € du mètre carré à monter soi-même. Alors, ça peut paraître pas cher, ça peut paraître cher ou pas cher. Moi, sincèrement, ça me paraît cher eu égard à ce que vous avez par rapport à des extensions en construction naturelle. Parce que quand on achète un studio de jardin, on a rarement des fondations en béton. Donc évidemment, les fondations, pour 40 mètres carrés, on a vite fait d'avoir 6 à 7 000 € de fondation. Que vous n'avez pas d'échelle d'un studio de jardin. Donc c'est pour ça que 2000 € du mètre carré monté, je trouve que le prix, c'est quand même finalement assez cher si on devait faire les fondations. Voilà. Donc le matériau, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il s'agit de l'ossature bois avec souvent des panneaux sandwich. Si vous l'achetez, attention, on vous vend ce mode de construction-là en vous disant qu'il ne faut pas de permis de construire, il ne faut pas de déclaration préalable. Il vous faut une déclaration préalable malgré tout. Et quand on sait ce que c'est qu'une déclaration préalable, il s'avère que c'est exactement le même formalisme, que le permis de construire, la demande de permis de construire. Donc, ne vous y fiez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas besoin de permis de construire que vous n'avez pas besoin d'une demande d'urbanisme. Ça, c'est un point super important. J'aborderai le sujet dans une slide un peu plus loin, quel type de demande d'urbanisme. Mais là, et quand on fait un studio de jardin, il y a un point super important à laquelle il faut faire attention, c'est la distance entre deux bâtiments non contigus. Et ça, souvent, sur les PLU, elle est normée. Et la règle généralement, ils nous demandent d'être à au moins 4 mètres de l'existant. Donc faites attention à cela parce que c'est quand même clairement normé dans le règlement d'urbanisme. En termes de délai de construction, alors on a Leroy Merlin qui a fait sa petite vidéo qui annonce 2 jours de construction pour des novices. Moi, sincèrement, j'y crois pas. J'ai plutôt tendance à croire GreenCube qui annonce plutôt une semaine de montage en kit. Et en plus, une semaine par des pros qui font ça tous les jours. Je n'ose même pas imaginer peuvent mettre un particulier qui doit lire la notice, regarder des vidéos dans tous les sens pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vous ai mis 15 jours de montage, je pense qu'il les faut bien, quoi. Il les faut bien. Voilà. Dernier point aussi sur le gain d'espace que je trouve assez pertinent, c'est la véranda. La véranda, parce que effectivement, ça fait d'excellents salons d'hiver. Souvent une bonne luminosité. Par contre, le contre-coup, c'est que c'est mal isolé parce que évidemment, quand un vitrage, c'est pas aussi isolant qu'une paroi, un mur isolé, tout simplement. Hein. Et l'autre effet qui se coule, c'est que quand vous faites valoriser votre maison par un agent immobilier ou un expert immobilier plutôt, coucou Guy Hockey, un agent immobilier, il faut savoir que c'est pas forcément valorisé comme de l'immobilier. Voilà, c'est considéré comme de l'accessoire. Et ça, quand vous achetez votre véranda à 1500 balles du mètre carré, plus le coût de la dalle parce que il faut la rajouter, finalement, vous faites pas si bonne affaire que ça. Mais pour autant, quand on est à l'arrière d'une échoppe, qu'on n'a pas la place de passer des matériaux de construction et que voilà, qu'il n'est pas possible de faire des fondations, finalement, la véranda, c'est peut-être effectivement la meilleure des solutions. Alors pour moi, c'est encore une fois, c'est le top pour un salon d'hiver. C'est top aussi pour une cuisine. Une cuisine, effectivement, à l'extérieur, ça fait cuisine avec la tendance cuisine d'été. Quand on pense sur son petit déjeuner avec tous les gâteaux sont sympas, quoi. Voilà. Et ça, les vandalistes l'ont assez bien compris, ils le mettent assez bien en valeur sur leur brochure. Et moi, je trouve ça sympa. Même nous, ça nous oblige à réfléchir quand on fait notre métier, à faire des choses hybrides. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du cube, du 3D, etc. Nous, on est en train de regarder si on peut pas faire des pignons entièrement vitrés, ce qu'on appelle des baies rideaux. Voilà. Plutôt que on aura les 3 quarts bâtis et le dernier quart, je vous mettrai peut-être des photos pour ceux qui auront la chance de regarder la vidéo en replay sur YouTube ou Facebook. Là, je regarde la qui le publiera tout à l'heure. Mais on vous mettra peut-être aussi des photos de baies rideaux, ce que ça peut donner sur un pignon. C'est tout simplement magnifique d'avoir un salon de jardin
d'avoir un salon qui donne directement sur son jardin. Voilà. Et puis aussi, il y a des gens qui font la véranda, comme je pense à Solar Luxe. Alors, par contre, on est sur des produits assez haut de gamme qui font de la baie accordéon. On peut ouvrir aussi son salon directement sur son jardin. Voilà, on est sur des produits à la fois hybrides entre la véranda et la construction traditionnelle. Et je trouve que c'est assez intéressant d'aller explorer ces marchés-là. Voilà, et ça, on y travaille nous aujourd'hui aussi. Voilà. Le côté négatif, effectivement, en termes de problèmes de construction, c'est la dissolution des responsabilités entre le vérandaliste qui va lui vous vendre la véranda et le maçon qui va vous faire la dalle. Parce que la dalle, généralement, on n'y apporte pas forcément le même attention en termes de construction, on n'y met pas des fondations, on ne sait pas trop comment ça va travailler avec les différents types de sols argileux que nous avons. Donc, si possible, si vous achetez une véranda, essayez de dealer la dalle avec pour qu'il y ait au moins un responsable en cas de sinistre. Voilà. Voilà. En termes de délai de construction, ça va assez vite. Pour une véranda, en 2 jours, c'est monté, mais je vous ai mis 1 mois parce que si la dalle, effectivement, si vous faites réaliser la dalle par un ouvrier, enfin par un maçon, pardon, il faudra au moins 15 jours pour la faire et avec même une semaine de séchage. Voilà. Bon, voilà pour les diverses solutions. Après, il y en a d'autres aussi. L'aménagement d'un garage. Pour ma part, je trouve pas que ça soit réellement la bonne solution parce que dans le milieu urbain que nous avons, un garage, c'est quand même clairement une plus-value pour une maison. Mais si vous êtes pensé, effectivement, vous êtes dans l'urgence et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, vous souhaitez aménager le garage, je vous dis attention au PLU parce que le PLU peut vous obliger à avoir une place couverte pour votre voiture. Mais généralement, en termes de coût, c'est vrai qu'en fait, on peut pas le dire, on s'y retrouve. Il faut compter environ 1 000 € du mètre carré pour aménager un garage. Donc, pour avoir un garage de 20 mètres carrés, il faut compter 20 000 € pour remplacer la porte par une baie vitrée, avoir une chape, voilà. Et donc, il faut compter 20 000 € pour aménager un garage. Voilà. Bon, voilà pour les solutions il y a de l'espace. Alors, je sais pas où on en est en termes de temps. Comment? Une demi-heure? Ah, bah super, c'est nickel, on est vraiment dans le bon timing. Voilà. Voilà. Alors, les composantes du coût d'extension. Alors, comme je vous l'ai dit, le coût d'extension, c'est vraiment un côté tabou parce qu'évidemment, et aujourd'hui, nous, clairement, on a tendance à annoncer les choses quand on va voir les gens parce que il faut qu'on abatte les credos. L'extension est un métier cher et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est cher l'extension. Déjà, pour vous expliquer ça, je vais partir du prix d'une maison aujourd'hui. Une maison, aujourd'hui, on est entre 1 300 et 1 400 € du mètre carré pour des surfaces qui vont entre 100 et 120 mètres carrés. Et nous, on doit intervenir sur un bien qui est déjà bâti, avec toutes les contraintes que ça impose en termes d'accessibilité, reprise des réseaux, etc. Donc, moi, en faisant l'inventaire, en préparant la présentation, j'ai déterminé 4 grandes composantes du coût de construction. Pour une extension, c'est les coûts fixes. Alors, les coûts fixes, c'est tout ce qui est complètement décorrélé de la surface que vous créez. C'est les études de sol, les coûts d'études d'architecte. Bon, nous, on ne fait pas payer les études de faisabilité, mais quand vous faites appel à un architecte, qui est l'APS, l'APD, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, les dépôts de demande d'urbanisme, tout ça, c'est payant. Donc, effectivement, tout ça, effectivement, ce sont des coûts qui sont décorrélés de la surface. Les études thermiques, et surtout demain, avec la nouvelle réglementation environnementale 2021, là, effectivement, on va devoir être encore plus fin que les 50 kWh par mètre carré équivalent pétrole par mètre carré. Donc, il faudra aller faire du sur-mesure aussi au niveau du calibrage du chauffage. On a aussi tout ce qui est de demande d'urbanisme, j'en ai parlé, mais et tout ce qui est pompe à béton, que vous deviez, si vous voulez 5, 10, 15, 20, 30 mètres cubes, la pompe à béton, elle coûte 600 € par jour, par intervention plutôt. Là, évidemment, tant pis pour nous, il faut la payer. Voilà. Les coûts variables, qu'est-ce que c'est? C'est les consommables. Alors là, ceux-là, ils sont en fonction d'une surface, donc là, il n'y a pas de sujet. Les coûts accessoires, ils sont en fonction de votre projet. C'est est-ce qu'il faut casser la clôture pour rentrer chez vous? Est-ce qu'il faut prendre une grue pour livrer des matériaux à l'arrière d'une échoppe à Bordeaux? Est-ce qu'il y a des démolitions de terrasses, d'anciens garages? Tout ça, effectivement, c'est les coûts accessoires, mais qui, malheureusement pour nous, viennent gréver effectivement le coût de construction. Ce sont souvent eux qui mettent à mal le projet généralement, voilà, parce qu'évidemment, quand on a démoli un garage entre 5 et 6 000 € qui coûtent, qui viennent s'additionner déjà à 2 000 à 2 300 € de son coût de construction, évidemment, on arrive effectivement parfois à la limite de l'entendable en termes de coût pour une extension. Voilà. Donc c'est pour ça que
Très vite, il faut orienter les gens et leur dire, bah voilà, il faut savoir leur dire, bah, en particulier que vous êtes, hein, bah, des choses, hein, évidemment, démolir un garage, ça vaut 5 000 €. Donc, parce que, et ça, il faut savoir l'entendre. Aujourd'hui, le retraitement de matériaux, ça coûte horriblement cher. Et je vous parle pas en plus des trucs très actuels, avec l'amiante notamment. Alors, je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous en parlerai aussi sur tout ce qui est demande d'urbanisme, etc. Il y a un nouveau document qui est demandé aujourd'hui par l'État, enfin voilà, c'est le RAAT, c'est le relevé d'amiante qui est obligatoire aujourd'hui. Donc aussi, ça c'est partie des coûts fixes, mais si vous avez l'amiante à lever, bah là ça rentre évidemment dans les coûts. Les coûts supplémentaires. Alors les coûts supplémentaires, c'est souvent les changements que vous souhaitez. Les réseaux non balisés aussi. Alors quand je dis les changements non souhaités, c'est généralement auquel vous pensez entre le dépôt de demande d'urbanisme et le moment où on démarre les travaux. Parce que effectivement, c'est un dossier qui est actuel dans votre tête, vous en parlez à l'apéro avec les copains. Et puis finalement, en allant voir les autres, ben, vous voyez des bonnes idées à appliquer chez vous. Ben, auquel cas, vous nous demandez de modifier la notice ou vous demandez à nos concurrents de modifier la notice descriptive. Et là, vous changez la règle du jeu, évidemment, des coûts supplémentaires. Voilà. Et puis les coûts supplémentaires aussi, c'est quoi? C'est aussi les coûts dédiés à la rénovation du bâti existant. Évidemment, quand on agrandit une maison, il faut souvent remodeler aussi une partie de l'existant pour effectivement son essence. Voilà. En termes de coûts de construction en fonction des surfaces, alors 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, on arrive effectivement, sincèrement, je vous le dis honnêtement, on n'a jamais réussi à faire une extension de 10 mètres carrés. Si peut-être en disant une fois, pour une salle de bain, parce que la personne la voulait, quoi qu'on coûte le prix, il la voulait, donc on l'a faite. Mais ça a été l'exception. À chaque fois qu'on chiffre 10 mètres carrés, on n'y arrive jamais, on ne fait jamais, quoi. Mais inférieur à 15 mètres carrés, par contre, 15 mètres carrés pour un bureau, on en fait souvent. On est autour des 3 000 €. On a des produits entre 45, autour des 45 000 € pour une extension de 15 mètres carrés. Souvent, ce qui fait qu'on dépasse ou qu'on est plutôt inférieur, c'est la menuiserie, quoi. Voilà. Quand on fait une pièce, évidemment, que si vous souhaitez la baie vitrée partout, évidemment, il faut comprendre que c'est plus cher qu'une simple fenêtre. Voilà. Sur tout ce qui est 15-25 mètres carrés, on est autour de 2500 mètres carrés. Des projets à 50 000 € pour 25 mètres carrés, c'est courant. Voilà, c'est assez courant. Par contre, quand on veut deux chambres, enfin une suite parentale, voilà, on a plutôt tendance à aller un peu 700 mètres carrés parce qu'on a une salle de bain, une salle qui coûte cher, quoi. Voilà. 25-40 mètres carrés, là on commence effectivement à faire des bonnes affaires eu égard au prix de l'immobilier local. Enfin, local, c'est première, deuxième, troisième couronne de grandes villes que sont Toulouse et Bordeaux. Et enfin, la très bonne affaire, vous commencez à la faire réellement entre 40 et 60 euros, 60 mètres carrés, pardon. On se rapproche des 2000 € du mètre carré. Alors, plus on agrandit, on se rapproche du prix de la maison, ce qui est totalement logique, parce qu'on vient comprimer les coûts fixes et les coûts accessoires. Voilà, tout simplement. Je pense que dans les mois qui viennent, on va essayer de voir avec nos collaborateurs comment identifier ces coûts fixes, coûts accessoires sur les matrices de chiffrage de coûts pour montrer effectivement, pour mettre en évidence effectivement tout ça. Voilà. Non, toujours pas, tout le monde est très calme, ça c'est chouette. Bon là, je sais pas si c'est chouette ou pas. Dites-nous si ça vous va en termes de niveau d'info. Voilà. Alors, qui saisir pour la réalisation de son projet? Sachez qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Alors, nous, on propose la nôtre, mais je ne vais pas attaquer par cela. Mais par exemple, les architectes, les maîtres d'œuvre, c'est des gens qui sont assez traditionnalistes, en fait. Ils ont appris leur métier. Voilà, ils répliquent exactement avec une méthodologie qui est la leur. En fait, c'est un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, une notice descriptive, on fait les appels d'offres, on dépose des demandes d'urbanisme. Tout ça, c'est bien cadré et c'est d'autant de missions pour arriver à terme dans votre projet. Alors, les architectes, moi aujourd'hui, je les considère comme des super chefs de projet que vous achetez, quoi. Enfin, vous achetez effectivement des gens que vous sollicitez pour arriver à bien dans votre projet de construction. Par contre, le contre-coup, effectivement, c'est des coûts d'honoraires qui sont assez élevés et qui ne s'adaptent réellement pas même sur des réalisations d'extension. On voit plutôt sur des projets assez ambitieux. Il faut clairement qui est assez sympa. Ils ont ce côté esthète que nous, on n'a peut-être pas assez, qu'on doit encore travailler. Voilà, tout le côté design d'intérieur. Mais là, je fais confiance beaucoup à Charlotte. Charlotte qui va nous aider, qui est une petite recrue, que je considère qui a du talent.
côté esthétique. Mais voilà, les architectes, ils ont ce côté-là. La méthode, effectivement, pour bien mener à bien votre projet en termes d'études, ils ont le côté tech. Par contre, ça pêche un peu au niveau de l'exécution parce que, pour ma part, il manque un peu de technicité de réalisation. Voilà. Ensuite, il y a les contractants généraux que nous sommes. En fait, on est des maîtres d'œuvre non avoués. Voilà, on est assuré qu'on fera la maîtrise d'œuvre totale. Donc, nous, on conçoit, on réalise nous-mêmes les choses. On est tout simplement, Calto peut l'être un constructeur de maisons individuelles. On est l'avantage que le client, que le particulier que vous êtes, l'avantage que l'on a, nous, c'est qu'on garantit tout en décennal. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très bien architecte parce que, évidemment, on fait une partie de leur boulot et pour lequel on ne demande pas forcément rémunération, tout ce qui est avant le projet sommaire, on ne demande pas forcément qu'on nous paye tout ça. Par contre, il y a un truc qui est évident et qui est un autre désavantage, c'est qu'on est jugé parti. Voilà, c'est que on n'a pas cette indépendance-là quand on choisit des artisans parce qu'on les a choisis à votre place. Voilà. Pareil pour les bureaux d'études, pour les bureaux de contrôle. Par contre, on vous garantit le résultat. Et ça, je pense que c'est ce qui est primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, avec tout ce qui est risque. Voilà. Il y a un point aussi qui est important, c'est que je vous en ai pas encore parlé, mais quand on fait un ouvrage, quel qu'il soit en termes de construction, le maître d'ouvrage que vous êtes, et non pas le maître d'œuvre c'est nous, mais le maître d'ouvrage que vous êtes obligé de saisir un assureur pour un dommage ouvrage. Sauf que vous allez vous heurter à deux choses. La première, c'est qu'aucun assureur ne vous la vendra, premièrement. Et deuxièmement, même si vous prenez quelqu'un et vous trouvez quelqu'un et qui vous la vend, ça sera horriblement cher eu égard au prix de votre projet. Donc, le fait de garantir l'ensemble du projet, je pense que c'est quand même une valeur ajoutée quand même à prendre avec beaucoup de sérieux pour vous. Ensuite, on a les spécialistes, les vérandalistes dont j'ai parlé tout à l'heure, les artisans charpentiers. Les artisans charpentiers, ce sont les espaces charpentes, voilà, qui sont Espace Charpente aujourd'hui qui est leader sur la surélévation à Toulouse. On essaie de titiller du mieux que l'on peut, voilà, mais on y arrive aussi très bien. Mais voilà, ce sont des bons concurrents qu'on a plaisir à challenger. Voilà, ce sont des gens qui ont un ADN de charpentier. Voilà, c'est des gens qui ont facilement qui arrivent à créer de l'espace effectivement en travaillant les toits sur la charpente. Voilà. Par contre, ils sont monogames, ils sont monoproduits. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler que de surélévation et non pas d'extension au sol. Voilà. Alors qu'avec les archis ou des gens comme des maîtres d'œuvre ou des contractants généraux que nous sommes, on sera capable de mettre en abîme effectivement pour un même projet, un projet d'extension au sol et un projet de surélévation. Voilà. Il y a des fois, effectivement, on ne sait pas lesquels des deux choisir. Eh ben, il n'est pas rare effectivement qu'on travaille des deux solutions. Ensuite, on a les courtiers. Les courtiers, c'est des illico-travaux, pour ne pas les citer. Je pense qu'ils sont de manière déguisée autour de la table, mais qu'on salue, hein, qu'on croise de temps en temps sur les salons. Et puis, ce sont des gens aussi très bien. Voilà. Alors, eux, leur job, c'est déterminer votre besoin et mettre les gens compétents en face en prenant au passage une rémunération de mise en relation. Voilà. Donc, ça reste un petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas tout le conseil qu'on peut avoir, nous, qu'on peut vous amener un architecte, un maître d'œuvre ou un spécialiste, parce que c'est pas eux qui exécutent. C'est un petit peu moins cher. Là, en fait, ils s'appuient fondamentalement sur la technicité de l'artisan. C'est la seule technicité de l'artisan. Voilà. Voilà. Donc, et puis, ils ont tendance aussi, maintenant, à fournir aussi d'autres services en parallèle pour agrémenter effectivement agrémenter par exemple, sont capables de vendre l'assurance dommage ouvrage, par exemple, juste comme ça pour sécuriser et rassurer leurs clients. Voilà. Et puis après, dernière solution, c'est une chose qu'on a eu fait beaucoup nous à nos débuts quand nous sommes nés entreprise générale du bâtiment. On a joué pour faire le premier dossier d'agrandissement. On a joué d'association avec d'autres artisans, un plombier, un plaquiste, un électricien. Voilà. On avait aussi dans notre réseau des gens qui nous assistaient pour le dessin. Là, on arrivait quand même à faire le dossier d'extension, mais on était quand même sur une époque où les banquiers étaient un peu moins regardants sur l'autoconstruction. Donc, ça a été peut-être un peu plus facile.
On était sur des métiers aussi qui étaient un peu moins normés qu'aujourd'hui. Donc, c'était encore faisable. Mais c'est encore faisable si vous avez la patience de suivre les artisans, de leur tirer les cheveux pour qu'ils viennent chez vous en temps et en heure pour faire le lien entre tout ça. Écoutez, pourquoi pas, hein. Et là, par contre, effectivement, c'est la bonne affaire assurée parce que voilà, vous allez vous épargner effectivement les honoraires d'un architecte ou tout simplement la marge que nous, on se fait en suivant vos travaux et en proposant nos solutions. Voilà. Voilà, donc c'est peut-être une solution pour ceux qui sont déjà techniques, qui savent déjà faire, qui ont fait eux-mêmes certaines choses avant, une maison, etc. Pourquoi pas? Mais pour les autres, n'y allez pas. N'y allez pas. Sincèrement, je n'y allez pas. Voilà. Bon, voilà pour toujours pas de questions, Lana. Tout va bien. Bon, très bien. Pour tout ce qui est demande d'urbanisme et réglementation thermique. Quand je vous parlais d'évolution aujourd'hui de nos métiers en termes de normes, là, ça en fait partie. C'est des choses qui évoluent tout le temps, quoi. Donc, on est toujours obligé de, même nous, en se tenant en veille, on se pose parfois toujours les mêmes questions. Et voilà. Et en plus, qui est vraiment compliqué, c'est que d'une mairie à une autre, ça peut être, on peut appliquer une règle et pas une autre. Voilà. Donc, je vous parlais déjà des demandes d'urbanisme. Alors, les demandes d'urbanisme, généralement, on a affaire à deux principaux documents, qui est la demande de permis de construire et la demande préalable de travaux. Alors, c'est deux choses qui se ressemblent, presque par leur formalisme, hein, on a quasiment les mêmes choses à faire. Voilà. Par contre, on ne dépose pas, il faut réellement faire l'effort de déposer la bonne demande d'urbanisme. Alors évidemment, qui peut le plus pour le moins, si vous voulez pas vous planter, vous déposez une demande de permis de construire. Voilà, vous êtes sûr d'y arriver. Évidemment, ça marche pour tout. Encore faut-il encore avoir le bon formulaire. Alors, si vous n'êtes pas sûr par le bon formulaire, vous appelez la mairie, on vous le donne. Vous avez un numéro de CERFA qui est en haut de la page. Et une fois que on vous a donné le numéro de CERFA, vous tapez sur Internet et vous retrouvez le PDF prêt à remplir. Alors, pour quel projet on demande une demande de permis de construire? Alors, sachez que on fait une demande de permis de construire pour tous les projets d'agrandissement portant la maison actuelle à plus de 150 mètres carrés. Je m'entends. Vous avez une maison de 120 mètres carrés, vous faites une extension de 40 mètres carrés de surface de plancher, ça vous amène à 160 mètres carrés, c'est forcément demande de permis de construire. Ça, c'est voilà. Et au passage en plus, comme vous faites plus de 550 mètres carrés de surface de plancher, évidemment, la sanction, c'est recours à architecte, quoi qu'il advienne. Voilà. Voilà. Pour tous les projets d'extension supérieur à 40 mètres carrés, quelle que soit la surface. Si vous avez 100 mètres carrés, vous faites 40 mètres carrés de surface de plancher, 42 mètres carrés de surface de plancher. Là, évidemment, il y a aussi demande de permis de construire. Voilà. Alors, les 40 mètres carrés, le seuil des 40 mètres carrés, il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est valable que en zone U. Zone U, ce sont les zones qui sont réglementées par un PLU, plan local d'urbanisme. Voilà. Toutes les autres zones, généralement des zones agricoles, enfin des zones rurales, qui sont normées par un RNU. Souvent, il y a un terme qui est employé qui est les mots de carte communale. Voilà. Là, vous avez un règlement national de l'urbanisme, RNU, règlement national de l'urbanisme, qui s'applique. Là, par contre, le seuil est abaissé à 20 mètres carrés. C'est-à-dire que si vous faites une extension de 25 mètres carrés, là, c'est demande de permis de construire. Alors, attention, la problématique qui se pose généralement sur les cadres d'extension en zone RNU, là où on vous attend, c'est l'assainissement collectif ou individuel. Si vous n'êtes pas raccordé à l'égout là, il y a un service de l'État qui s'appelle le SPANC qui va regarder votre dossier de près. Voilà. Donc là, l'astuce, effectivement, c'est d'éviter de faire des frais des salles d'eau et leur revendiquer auprès du SPANC pour leur dire, voilà, on crée de la surface en plus, pour autant, on ne crée pas de consommation. Voilà. Tout ce qui est, il y a un point qui est important aussi, c'est tout ce qui est études thermiques. Donc tous les projets inférieurs à 130 mètres carrés, vous n'avez pas forcément de. J'aborde le point un peu plus bas. Il n'y a pas forcément besoin de faire venir un bureau d'études thermiques. Voilà. Les délais d'instruction, c'est souvent 2 mois.
Alors, c'est 2 mois si s'il n'y a pas de sujet. Il faut savoir que les instructeurs ont 1 mois pour vous notifier à partir du dépôt, ont 1 mois pour notifier que le dossier est complet. Voilà. Entre ces 0 et 1 mois, vous pouvez être amené à compléter votre dossier. Voilà. Et comme parfois, ce qui est le cas, c'est que la veille de période de vacances, évidemment, quand vous avez des instructeurs qui sont assaillis de demandes, bah, ils ont tendance à chercher la petite bête pour remettre les compteurs à zéro en termes de délai. Donc, il vaut mieux être sur le qui-vive, effectivement, au mois de juillet, au mois de juin, au mois d'août, quand vous déposez. Et puis, des fois, il faut tout simplement aller voir la personne en question, lui demander si ça lui convient que l'on dépose le permis de construire le 20 décembre. Il y a des gens qui vous l'avoueront, qui vous diront qu'ils ont trop de boulot, ça sert à rien de le déposer maintenant. Il vaut mieux le déposer le 6-7 juin, janvier, pardon. Voilà, ça, il faut savoir l'entendre. Voilà. Et donc voilà, généralement, pour un permis de construire, on a 3 mois d'instruction entre le moment où on le complète et le moment où on obtient le fameux sésame, qui est l'arrêté de permis de construire. Voilà, il faut compter 3 mois. Voilà. Mais le délai légal, il faut savoir que c'est 2 mois d'instruction, que le dossier soit complet. Le recours de tiers. Alors, le recours de tiers, c'est important. C'est la faculté aux ayants droit qui vous entourent de se manifester contre votre projet. Alors, il y a 2 façons de faire un recours, et ça, c'est aussi valable aussi pour la déclaration préalable. Il y a 2 façons de faire un recours. Il y a le recours gracieux. Alors là, c'est votre voisin qui a peur de votre projet. Il a peur parce que vous allez abattre un arbre, et donc il a peur d'avoir un peu de vis-à-vis. Il a peur pour ses fondations de clôture. Il a peur parce que vous avez déjà en mitoyenneté, il ne sait pas trop ce que vous allez y faire. Donc là, il écrit à la mairie. Ça se passe tout simplement par le biais d'un courrier. Voilà, ça s'appelle un recours gracieux. Et puis, il manifeste effectivement le droit de vouloir échanger avec vous sur le sujet. Donc là, c'est un moindre mal. Alors, c'est sûr, parce qu'on s'apprête tous à démarrer les travaux à l'issue du recours de tiers, mais la mairie nous informe que tel voisin a formulé un recours gracieux. Voilà, il ne faut pas paniquer. Il faut aller voir les gens. Il faut aller voir un maison, organiser un rendez-vous, la rassurer, amener des plans. Et des fois, juste en modifiant à la marge le projet, on peut être amené à reprendre les travaux, ou alors, par contre, sur des volets au point plus importants, à redéposer la demande d'urbanisme. Voilà. Mais bon, il ne faut pas voir ça comme une agression. C'est plutôt des gens qui veulent être rassurés. Voilà, ça c'est important. Après, par contre, il y a les empêcheurs de tourner en rond, à tort ou à raison. C'est des gens qui vont aller quand même carrément saisir le tribunal administratif. Là, par contre, c'est plus grave. Là, ça vous demande de saisir un avocat pour vous défendre. Et là, c'est plus délicat. Alors, il y a un point qui est super important. Le recours de tiers, c'est vraiment les 2 mois qui sont alloués à celui, enfin, aux ayants droit, à celui qui porte recours. Donc, à la fin, on démarre les travaux comme ça bêtement. Il faut réellement aller voir auprès du greffe du tribunal, savoir si dans les registres, il n'y a pas de recours. Voilà, parce qu'évidemment, le greffe, lui, il a besoin de quelques jours pour notifier, généralement, c'est 15 jours pour notifier le recours. Voilà, ça, c'est important. Hein. C'est pas 2 mois plus 1 jour pour démarrer les travaux, quoi. Voilà. Voilà pour le recours de tiers. Au niveau de la demande préalable, là, c'est un peu différent. On n'obtient pas une autorisation, on obtient un avis de non-opposition. Dans l'esprit, c'est un peu différent. On a une question là, non? Très bien. Ah, 1 minute, bon, ça tombe bien, je suis pas très loin de la fin. Donc, le délai d'instruction. Alors, on obtient un avis de non-opposition. Donc là, on ne cherche pas à vous autoriser, on cherche à vous dire non, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon, il n'y a rien qui vous s'y oppose. Voilà, c'est plutôt l'esprit, donc c'est plus zen. Souvent, la mairie aujourd'hui, elles ont complètement délégué le volet d'instruction permis de construire à l'intercommunalité, enfin, au syndicat à l'intercommunalité. Donc, autant pour les demandes préalables, on a pas mal de communes qui l'ont gardé parce que, encore une fois, on est sur un avis de non-opposition. Je rappelle les règles, hein, c'est inférieur à 40 mètres carrés. Et il faut aussi que le projet ne fasse pas plus de 150 mètres carrés de surface de plancher. Alors attention, pour les garages, on peut être amené aussi quand on crée un garage, on peut être amené à de permis de construire. Si on dépasse les 40 mètres carrés, alors non pas de surface de plancher, mais de surface taxable, par contre. Voilà. Le délai d'instruction, c'est 1 mois. Par contre, le recours de tiers, lui, il est toujours 1 mois, et on est exactement dans le même principe que le recours de tiers dans le cadre du permis de construire. Il y a un point aussi que c'est que l'État
a la faculté aussi de pouvoir vous retirer la décision s'il y a un problème, si par exemple vous avez soudoyé le maire et que ça se sait. Voilà, l'État a la faculté à 3 mois, par le biais du contrôle de légalité en préfecture, à 3 mois. Alors ces 3 mois, ils sont concomitants aux 2 mois de recours de tiers. Hein. C'est que c'est pas 2 mois plus 3 mois, c'est 3 mois à partir du moment où vous avez affiché le permis de construire devant la maison. Alors, voilà, et à partir du moment où il est affiché également en mairie. Voilà. Point important, il fut un temps, moi j'ai eu la chance de bosser dans des projets assez ambitieux de centres commerciaux il y a quelques années. Les recours pour vice de forme, ça existe aussi, quoi. Ça, faut le savoir. Hein. Donc, si vous affichez pas le bon panneau, si vous l'affichez trop tard, si vous le remettez pas après la tempête, une fois qu'il s'est volé, etc. Parce que le panneau doit être affiché pendant tout le recours et aussi pendant les travaux. Donc voilà, si vous enlevez effectivement le panneau pendant le recours, on considère qu'il peut y avoir vision parce que les personnalités ne peuvent pas être tenues au courant s'il n'y a pas de panneau. Voilà. Enfin, les ayants droit, je parle là. Petit point pour finir avant la méthode sur la réglementation thermique. Tout ce qui est inférieur à 50 mètres carrés, vous avez juste une attestation à télécharger sur un site qui est dédié à ça. On pourra vous le mettre sur. C'est juste une attestation où vous décrivez ce que vous y faites. En fait, c'est une attestation qui vous donne effectivement les principales consignes à respecter en termes d'isolant, des murs, les surfaces vitrées, tout cela. Voilà, c'est une attestation que vous devez signer et adjoindre effectivement à votre demande de permis de construire ou demande préalable. Si vous créez des surfaces entre 50 et là, par contre, il y a la position de la BBO, c'est-à-dire que là, vous devez saisir un bureau d'études thermiques qui vous fera une attestation pour vous dire oui, que le projet est clairement conforme à la réglementation. Et plus, à la fin, vous avez un contrôle par un thermicien qui vient contrôler que vous avez bien fait les choses, que vous avez bien fait ce que vous avez déclaré initialement dans le permis de construire. Voilà, ça, c'est un point important. Et enfin, si vous faites supérieur à 100 mètres carrés, là, par contre, vous avez la totale, c'est la complète, c'est-à-dire que production de BBO, c'est la fameuse attestation qui dit qu'il est conforme. Le CEP, c'est une autre étude thermique qui va définir la consommation énergétique en équivalent pétrole de ce que vous allez consommer en termes d'énergie. Et enfin, vous avez un contrôle d'étanchéité et un contrôle aussi des matériaux que vous allez employer. Voilà. Point super important. Le CEP, demain, avec la nouvelle réglementation environnementale 2021, aujourd'hui, j'ai pas peur de le saisir au mon bureau d'études pour calculer la performance énergétique de la construction. C'est pas ce qui vient, à mon avis, rendre infaisable le projet. Donc, je pense que demain, il faut être plus fin. Et nous, d'ores et déjà, on a pris l'habitude de les saisir et avoir ce document pour calibrer le chauffage. Parce que il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites une extension, il y a plusieurs comme ça points qu'il faut regarder. C'est la partie chauffage notamment. Et c'est quand vous regardez la partie chauffage, vous regardez le chauffage d'un point de vue global, c'est-à-dire existant plus extension, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance effectivement à demander aujourd'hui la note de calcul qu'il nous faut pour calibrer le chauffage de l'extension et voire même de la maison. Voilà. Et le contrôle d'étanchéité, voilà. Alors, le contrôle d'étanchéité, on se demande à quoi ça sert dans la mesure où votre maison actuelle, si elle a été faite avant 2010, 2011, elle n'est pas étanche. Donc, on se demande à quoi ça sert. Mais bon, c'est la réglementation, c'est la réglementation. On doit un test d'étanchéité. Pour autant, si vous faites une ouverture sur un porteur supérieur à 90 cm, là, on sera dans l'incapacité de la faire. Incapacité de faire le contrôle, auquel cas, vous serez dispensé de le faire. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que personne n'a de machine assez grande aujourd'hui pour faire le test dans des ouvertures supérieures à 90 cm de largeur. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair sur ce volet partie thermique. Bon, ce qu'il faut entendre, c'est que inférieur à 50 mètres carrés, pas besoin de saisir un bureau d'études thermiques. Par contre, supérieur à 50 mètres carrés, là, il faut savoir s'entourer. Mais généralement, si vous êtes accompagné, les gens ont déjà leur réseau. Comment? Exactement, ouais. Case d'escalier, ouais, exactement. Alors, l'escalier, c'est un super important escalier. On en a parlé tout à l'heure, évidemment, c'est jamais où le mettre. Alors, même avec Emmanuel,
Là, il y a Patrick, que je salue, qui sera bientôt un de nos futurs collaborateurs, je pense. C'est Patrick Perez. Ouais, Patrick, il a raison. Et on réfléchit même, nous, à externaliser cette partie-là, quoi. Parce qu'on peut pas le mettre ailleurs qu'à l'extérieur, quoi. Parce que, et en faire une partie technique. Voilà. Euh, voilà. Alors, je vais finir par là, avant de prendre vos questions. En fait, je vous ai fait une petite matrice sur les principales étapes incontournables du projet. Alors, quelle que soit la méthode, d'ailleurs, quel que soit l'intervenant, on a quand même une méthode globale qui est à respecter. Alors, sachez que avant de choisir une méthode ou un type de construction, vous choisissez déjà un homme pour le faire, qui va vous accompagner. Alors, ça peut être un architecte, ça peut être un contractant général, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être des gens que vous connaissez, peut-être même des tierces personnes qui peuvent vous conseiller. Mais sachez que voilà, nous on attache énormément d'importance à la prise de contact. Même nous, qui sommes que des commerçants, hein, qui sommes voilà là pour faire des affaires avec vous. Même nous, bah voilà, si on voit que ça ne matche pas avec les gens, bah, on l'annonce clairement. La relation humaine, faut que la relation humaine, elle se décrète pas. La confiance ne se décrète pas non plus. On peut très bien vous faire penser à des gens qui vous ont escroqué il y a peu de temps, voilà, mais malheureusement pour nous, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment que le discours soit fluide lors du premier rendez-vous pour se dire qu'on peut partir ou pas avec cette personne-là pour faire ce projet. Voilà, parce que quoi que vous fassiez, la matrice temps, là, c'est minimum un an entre le moment où on doit travailler le projet, 3-4 mois, le moment où on dépose la demande d'urbanisme, encore 3-4 mois facile, et en plus, encore de tiers, et encore 4-5 mois pour faire le projet, on est parti pour une année minimum. Donc, si vous ne sentez pas les gens dès le prime abord, moi, ce que je recommande, c'est que ne faites pas avec, quoi. Et c'est valable aussi pour mes concurrents. Hein. Si on est face à des gens qui ne saisissent pas, bah, du mal à faire passer le message, ils ne veulent pas l'entendre. Bah, moi, je trouve souvent, c'est des gens, bah, ils s'obtuent à ne pas comprendre que notre métier est normé. Voilà. Pourquoi faire des fondations de 3 mètres alors que le voisin, il a fait 60? Bah, j'ai dit, bah ouais, bah, je m'excuse, mais pour ma part, ça sera le géotechnicien qui statuera. Et voilà, bah, si les gens ne sont pas enclins à accepter notre méthode, bah, tant pis pour nous, c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'accepter mutuellement. Voilà, mais par contre, ce qui est important, c'est d'être sur la même phase. Donc la relation humaine, elle est super importante lors de la prise de compte du premier contact d'ailleurs, et tout au long du process d'ailleurs. Hein. Euh, Ensuite, la première chose à faire, une fois que le contact est clairement établi, c'est les différentes analyses. Analyse de PLU, ça c'est important. C'est souvent le PLU d'ailleurs qui vous dit que si vous partiez sur une extension au sol ou un agrandissement. Voilà, ça c'est un point important. Donc, il faut clairement établir les diverses contraintes d'urbanisme. C'est les alignements par rapport aux limites séparatives, les allers-reculs par rapport aux voies publiques, c'est les hauteurs maxi du projet. Est-ce qu'on peut s'implanter en limite séparative? Là, actuellement, sur Toulouse et sur Bordeaux, entre PLU-IH et PLU 3.1, on a des profonds changements d'une année sur l'autre là qui sont assez graves. Tout à l'heure, j'étais chez quelqu'un, ben voilà, je lui ai appris effectivement qu'il devait respecter dorénavant un retrait de 6 mètres par rapport au voisin. Donc le projet n'est plus faisable. Mais tant pis, c'est comme ça va partir. Voilà, alors qu'il aurait été faisable il y a un an. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, le premier job qu'il faut faire, c'est définir les diverses servitudes liées à l'urbanisme. Après, il y a un autre job qu'il faut faire aussi, c'est l'analyse technique de votre bâti. Où sont les réseaux, les eaux, où se déversent les eaux, votre tableau électrique, où il est, par où arrivent les alimentations d'eau. Effectivement, est-ce qu'il y a des fissures sur la maison? Voilà, est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'on peut faire la surélévation? Tout ça, c'est autant de choses qu'il faut scanner, avant de partir sur une hypothèse de travail. Voilà, je fais la transition avec la troisième étape, l'hypothèse de travail. Voilà. Donc, nous, on a la chance de savoir travailler à la fois l'extension au sol et la surélévation. Donc, parfois, il n'y a pas d'évidence qui se crée à la suite de l'analyse de l'existant et l'analyse des éléments d'urbanisme. Donc, deux fois, on est amené à travailler deux sujets de concert, l'extension au sol et la surélévation. Et des fois, c'est juste la dimension prix qui fait que les gens se portent sur l'un ou l'autre projet, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de visualiser des offres. Donc, ce qu'on fait classiquement, nous, c'est qu'on matérialise en 3 dimensions
les diverses propositions que l'on fait. Alors, la création de dessin est plus ou moins payante en fonction de celui que vous saisissez. Si vous saisissez un architecte, évidemment, lui, il va considérer que c'est du temps et de l'argent, et qui s'entend aussi, hein. Donc, il va vous faire payer ça dans le cadre d'un avant-projet sommaire. Voilà, donc on va faire des croquis, on va regarder ce que ça donne en 3D, on va se balader. Nous, on fait ça en 3D aussi, à l'occasion de rendez-vous en 3D. Évidemment, on travaille de plus en plus en visioconférence. On fait ça en 3D, vous êtes chez vous et on se challenge sur le meilleur aménagement possible. Voilà. Alors, dans cette étape-là, évidemment, vous savez combien coûte un projet parce qu'on doit vous annoncer vers quoi on tend parce que, évidemment, comme vous avez affaire à des spécialistes qui font plusieurs fois la même opération, enfin, quasiment plusieurs fois les mêmes opérations par an, on est capable de vous donner une fourchette de prix d'ores et déjà avant même de commencer à dessiner. Mais là, il faut quand même sortir du cadre argent, quoi. Enfin, du cadre budget, parce que si on veut garder son cerveau et sa case créativité libre, bah, il faut s'empêcher effectivement de raisonner argent. Voilà, ça c'est un point important. Il faut réfléchir librement et se laisser aller. Voilà. Ensuite, quand on a les hypothèses, on établit des devis. Voilà. Par contre, on établit des devis que si on est à 90% sûr de ce qu'on va faire, sans sent. Moi, j'ai souvent je le vois à la tête des gens quand j'ai le waouh, c'est ça que je veux. Ouais, effectivement, c'est ça. On mettra les choses là, on fera ça ici. Là, moi, ce que j'entends, c'est ouais, ça, ils sont assez mûrs pour qu'on puisse jeter les chiffres sur le papier. Voilà. Et là, on fait une simple matrice Excel. Hein. On jette les chiffres sur le papier, on regarde combien ça coûte. Ce qui nous amène, comme on est complètement décorrélé là, par contre, de la phase budgétaire, bah là, on sera obligé de faire dans une quatrième étape, une phase budgétaire, ce qu'on appelle une phase rationalisation. C'est comment on peut faire rentrer le budget qu'on a destiné qui nous plaît avec le budget avec l'argent dans les poches. C'est ça le sujet. Et comment faire avec ce que vous a dit le banquier, parce qu'entre-temps, le banquier, salut Olivier, je ne sais pas si Lucille est là. Lucille Matin, non. Non, elle n'est pas là. Ouais, je ne vois pas, moi, quand j'ai projeté ma matrice à l'écran, je ne vois pas les contacts. Quand le banquier dit, entre-temps, vous avez le retour du banquier, on a commencé à bosser, il m'a dit, bah, moi, vous n'avez plus que 50 000. 50 000 plus 20 000 d'apport, c'est un peu le cas. Voilà, 70 000 € pour faire le projet. Évidemment, je les ai demandé de rêver au départ. Donc, il faut peut-être parfois revenir. Voilà, effectivement, on a plusieurs leviers. Bah, la toiture terrasse, vous sautiez pour avoir le truc super design, vous oubliez, vous passez en toiture tuile. La baie vitrée à galandage, vous oubliez, vous revenez à une dimension plus sympa. Voilà. Donc, on fait tourner généralement en boucle. Parfois même le soir, comme on a des matrices Excel, on est capable de jouer de scénarii, et puis d'avoir tendance qu'on se confirme effectivement le soir, les scénarii, et auquel cas, vous leur recevez le mail le lendemain. Là, mais le but, c'est de faire tourner en boucle jusqu'à ce qu'on retombe sur le pied. Alors, des fois, on est face à l'échec, hein, auquel cas, la seule variable d'ajustement, c'est les maîtres, c'est la surface que vous créez. Voilà. D'ailleurs, là, voilà. Une fois qu'on est d'accord sur la chose et son prix, cinquième étape, c'est qu'on signe un contrat de construction. Alors, ça peut être un contrat de maîtrise d'œuvre avec Anarchie, ça peut être un contrat de construction avec Mission de maîtrise d'œuvre, tel qu'on peut vous le vendre nous. Ça peut être des marchés de travaux avec des artisans, si vous saisissez des gens comme des courtiers notamment, ou des artisans directement. Voilà. Alors, ce qui est compliqué quand vous signez avec un artisan, c'est que vous devez être sûr effectivement de ce que vous achetez, quoi. Que vous n'avez pas le droit effectivement de changer d'avis. Et il se trouve que quand on dépose des demandes d'urbanisme, il y a un certain délai qui s'instaure. Donc vous réfléchissez, vous maturez encore plus. Et plus on attend dans le temps, d'ailleurs, plus vous changez d'avis, plus vous souhaitez des choses différentes. Et puis plus vous voyez des choses sympas chez Merlin, plus vous voyez des choses sympas chez les autres. Donc vous avez tendance à changer d'avis. Donc là, à partir du moment où vous signez le marché de travaux, ben, évidemment, c'est bon vouloir de chacun de pouvoir modifier les règles du devis. Alors que quand on signe un contrat de construction, on est quand même sur une valeur globale quand même assez importante. On a le droit de modifier à la marge la porte. On a le droit de supprimer tel et tel lot. Ouais, pour moi, une fois, on a le droit de changer d'avis, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Auquel cas, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on fait souvent avec nos clients, c'est qu'on part d'abord sur une promesse, on se promet mutuellement de bosser ensemble par le biais d'un contrat de construction. On a à la fois les conditions suspensives, qui sont les demandes préalables ou pas de construire. On a le financement, bien évidemment. Et puis l'étude de sol, parce qu'évidemment, si
on va pas, enfin, on engage rarement les 1500 € pour faire l'étude de sol au stade d'analyse des diverses hypothèses, quoi. Voilà. Donc, trois conditions suspensives. Et une fois qu'elles sont réalisées, là, on passe à la phase travaux, quoi. Et moi, je fais l'effort de re-signer tout parce que je sais que vous changez d'avis. On re-signe tout, on rédige la notice descriptive avec pourquoi pas les changements. Voilà. Et là, par contre, on attaque les travaux avec un rétro-planning accès au nouveau contrat. On a accès aux travaux et puis nous, on a un petit plus aussi. Voilà, je ne veux pas non plus reprendre ma casquette de commerçant, mais un petit plus, c'est qu'on a des outils en 2.0 pour suivre les chantiers, pour vous créer votre compte Workplace. Voilà, et on commence déjà à publier les plans, les diverses études pour que les artisans, nous-mêmes, vous-même, vous ayez le même niveau d'information et surtout qu'en cas d'urgence, vous ayez tout le monde autour de la table. Aujourd'hui même avec Workplace, on est capable de faire de la vision live effectivement sur le chantier. Vous êtes sur le chantier, vous rentrez à 18h le soir, vous voulez absolument nous montrer un truc, ben, on fait une visioconférence sans la programmer, on appuie sur le bouton et de suite on voit de quoi ce dont il s'agit. Et ça, voilà, ça c'est important. J'aurais pu ajouter une 8e étape, c'est la livraison du bâtiment. La livraison, c'est un thème super important. Je pense que ça fera l'objet aussi d'un prochain webinaire qu'on animera, alors on ne sait pas quand, mais c'est un point super technique. Peut-être des questions là? On voit pas. Ben, t'en vois pas, mais pour autant, c'est l'heure des questions. Bon voilà, bon, j'espère que bon là on a dépassé un peu le timing d'au moins 10 minutes, je pense. Donc ce qu'il faut entendre, voilà, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule et même solution pour agrandir ces maisons. Hein. Il y a l'extension au sol, il y a la surélévation, il y a les studios de jardin dans lesquels on va nous-mêmes s'installer très prochainement. Voilà. Regardez ce qu'on fait aussi en 3D sur Facebook avec la grande. Voilà, c'est important pour nous. Voilà, en termes de coût, voilà, c'est effectivement, ça, vous l'avez compris, hein, c'est tout sauf pas cher. Entre 80 000 €, 85 000 ou 90 000 € pour 40 mètres carrés, bah, malheureusement, c'est le prix, ça, il faut savoir l'entendre. Et ça sera en fonction, malheureusement, de chacune de vos contraintes. Pour les personnalités, vous avez le choix, et je pense que c'est comme vous l'expliquez, ce n'est pas tant effectivement le type d'homme, le type de métier qui, voilà, c'est plutôt généralement la personnalité que vous choisissez en premier lieu. Après, il n'y a pas de vraies règles pour être satisfait. Moi, je vois des tas de gens qui sont satisfaits de leur hiérarchie, des tas de gens qui sont satisfaits des contractants généraux que nous sommes, d'ailleurs tous nos clients au passage. Et puis voilà, donc il y a pas, voilà, il faut être juste avec faire ça avec des gens bien. Voilà, une question, Alana? Travailler avec les mesures Covid. Oui, alors ça, c'est un point de support. Alors, heureusement pour nous, on a mis déjà des choses en place. Alors, c'est un peu la chance, mais on travaille déjà au niveau de l'entame, c'est-à-dire l'analyse des contraintes, d'urbanisme, etc., on travaille déjà en visio, quoi. Parce que ça nous fait gagner du temps, du carburant, voilà, et puis c'est quand même plus facile, et puis on va plus à l'essentiel. On a mis aussi en place tout ce qui est Workplace. Alors Workplace, c'est bien parce que en fait, on s'adresse à tout le monde. En fait, Workplace, c'est le suivi de chantier 2.0. En fait, vous avez un gros mur. En fait, alors, chez des ingés, ils utilisent Slack, Teams, tout ça. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, nous. Donc déjà, ça permet de pouvoir communiquer avec des artisans, voilà, sans pour autant les voir, voilà. Et puis les mesures Covid aussi qu'on a mis en place, outre effectivement les règles de barrière, des gestes barrières qu'on a mis évidemment en place. Et, de toute façon, qu'on ait le choix ou pas, on est obligé de les mettre. Hein, donc on évite effectivement d'être trop près les uns des autres. Au bureau, on a des gels hydroalcooliques à non plus finir. Voilà, on a défini un circuit pour les artisans au bureau, mais sur le chantier, on essaie aussi de la respecter. C'est quand même pas évident hein, quand vous êtes à deux dans le camion. Malheureusement pour nous, on ne sait pas faire autrement que d'être deux, quoi. Hein. On va pas prendre de camion, voilà. Mais pour autant, on met les choses tant bien que mal. Tout ce qui est possible de faire, effectivement, on le met en place. Voilà. On le met en place. Et puis, vous voyez, tout simple, c'est que vous avez, pour moi, physiquement, vous n'avez qu'un seul interlocuteur sur le chantier, c'est le conducteur de travaux. Voilà. Après, si vous avez de votre propre initiative, vous avez envie
d'aller voir les artisans, bah, évidemment, on ne va pas vous empêcher d'y aller, hein. Voilà. Pour autant, voilà, on considère que le conducteur de travaux qui est habilité à venir vous voir. Voilà, on essaie de faire les entretiens aussi à l'extérieur, on évite de rentrer chez vous. Ça, c'est des petites règles aussi qu'on a mis en place. Alors, les règles, on les établit évidemment avant le démarrage chantier, quoi. Voilà. Et après, ça nous invite aussi à la réflexion, à bâtir autrement aussi. Quand je dis bâtir autrement, ça veut dire bah, aujourd'hui, quid des clims. Voilà, est-ce qu'il faut continuer à poser des clims aujourd'hui? Voilà. Et si on doit continuer à poser des clims aujourd'hui, avec les risques voilà, de la répartition du virus, enfin, parce qu'aujourd'hui on parle du Covid-19, mais on parlera peut-être demain encore d'autres choses. Mais quid des clims, voilà. Aujourd'hui, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. Je sais que Deki et Panasonic ont créé des systèmes avec des ions qui balancent sur des ions et comme ils sont sur des polarités différentes que celles des virus, ils exposent les virus. Voilà, bon, on regarde ça de près. On regarde aussi, on fait attention aussi à la qualité de l'air à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, la brique, on parle de stature bois comme un matériau moderne, mais attention, la brique aussi, c'est un matériau qui peut être sain parce que ça régule naturellement l'hygrométrie de la pièce. On n'a pas de salpêtre, donc on a une qualité d'air aussi à l'intérieur de la maison qui est remarquable. Donc, on regarde aujourd'hui aussi, quelque part, la crise du Covid, ça amène aussi la question de comment construire mieux, quoi. Voilà, et pour votre bien-être, voilà. On parle de fibres de bois aussi, de matériaux biosourcés. Ça, c'est des trucs aussi qui sont importants pour nous actuellement, parce que, comme on vous l'a dit, la maison, c'est le dernier rempart aujourd'hui contre les agressions extérieures. Et donc, si on n'est nous-mêmes pas en sécurité dedans, on ne sera nulle part, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça ça nous amène à nous poser toutes ces questions-là, quoi. Voilà. Bon, bah, là, écoutez, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour ce webinaire. Je crois que vous avez été une quinzaine aujourd'hui autour de la table. Et à vrai dire, on ne s'attendait pas à autant de monde pour notre premier. N'hésitez pas commentaires, même dans un deuxième temps, suite en commentaire sur les Facebook, sur les YouTube ou tout simplement sur la phase contact sur notre site. Si certains d'entre vous ont des projets, avec grand plaisir, on viendra chez vous pour les étudier. Hein. Voilà, vous avez bien compris, tout ce qui est études, faisabilité, tout ça, c'est gratos et vous ne serez surtout pas engagé tant que vous n'aurez pas signé le moindre contrat. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là, on est à votre disposition. Voilà, donc cette vidéo sera publiée sur les réseaux sociaux dans quelques minutes. Donc merci à tous et à très bientôt. Alors je sais pas comment on arrête le webinaire.